Alors, donc, on passe au quatrième point, les méthodes. Donc, première méthode, passer du contexte à une formule. Alors, on va voir ça, hein, c'est une question qui tombe souvent. Pour l'instant, vous devez vous demander de quoi il s'agit. Je donne des exemples tout à l'heure, hein, donc voilà. Mais il faut absolument que je commence par un rappel sur le coefficient multiplicateur. Donc que je note CM, hein, mais vous, le jour du bac, sur votre copie, vous mettez coefficient multiplicateur en entier. Donc, voilà, parce que, pourquoi ce rappel sur le quotient multiplicateur? Parce qu'en général, c'est la clé justement de cette question. Vous verrez bien quand on passera aux exemples. Mais, donc voilà, il faut que je vous explique d'abord ce dont il s'agit. Donc prenons un exemple tout simple. Bien, par exemple, un objet coûte 80 €. Voilà. Et puis, son prix augmente de 15%. Et je dois calculer quel est le prix après l'augmentation de 15%. Alors, pour ce faire, j'ai deux possibilités. Soit je dis, je pars de 80 et j'ajoute. Donc 15% en maths, c'est 15 divisé par 100, hein, parce que donc les pourcentages, c'est bien dans la vie courante, mais en maths, ça ne veut strictement rien dire. Enfin, 15%, ça veut dire 15 divisé par 100, ça ne veut rien dire d'autre. Et donc je prends 15% de 80, voilà, et je peux calculer ça. Donc il n'y a pas de problème pour calculer ça, je peux le taper à la calculette, et je trouve 92. Bon, très bien, donc le nouveau prix c'est 92 €. Simplement, je peux remarquer également que pour calculer le nouveau prix, j'ai fait deux opérations. J'ai d'abord fait cette multiplication et ensuite j'ai fait cette addition. Voilà, hein. C'est-à-dire que si vous calculez ça tout seul, vous allez trouver 12, et puis quand vous allez additionner à 80, ça fera 92. Bon, très bien. Et là, je peux remarquer que je peux aller plus vite. Donc, 80 plus 15 centièmes de 80, je peux factoriser par 80. Bon, vous voyez, je peux dire que 80, c'est 1 fois 80. Donc, si je factorise par 80, ça fait 1 plus, et 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Voilà. Et donc, ça fait 80 fois 1,15. Bon, très bien. Eh bien, si je fais comme ça, je n'ai qu'une opération à réaliser. C'est-à-dire que pour avoir le nouveau prix, au lieu de faire une multiplication et une addition, je multiplie par 1,15 et je trouve également 92, hein, bien sûr. Mais là, c'est mieux, parce que je n'ai qu'une opération à faire. Alors ce nombre 1,15, c'est lui le coefficient multiplicateur. Voilà. Et donc, vous allez voir ça, mais dans les sujets de bac, souvent il est question de pourcentage, ça peut être un placement qu'on met à la banque, ou une augmentation chaque année de 2%, ou une diminution chaque année de 5%, peu importe. Mais si vous l'écrivez en termes de pourcentage comme ceci, donc vous n'aurez pas accès à la formule de la suite. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est bon à savoir que quand vous avez une augmentation d'un certain pourcentage qui a lieu chaque année, eh bien systématiquement ça va vous faire une suite géométrique, et la raison de la suite géométrique, ce sera le coefficient multiplicateur. Donc, par exemple, supposons, pour que vous compreniez mieux, que je pars toujours de 80 €, mais cette fois-ci, j'augmente de 15%, non pas une fois, mais, par exemple, 3 fois. Bon. Eh bien, si vous faites le calcul de cette manière-là, vous allez vous embêter, parce que ici, vous allez calculer 80 plus 15 divisé par 100 fois 80. Le résultat, vous allez lui additionner 15 divisé par 100 fois lui-même. Et le résultat que vous avez là, vous allez encore lui additionner 15 divisé par 100 fois lui-même. Donc à chaque fois vous faites deux calculs, parce que là je fais une multiplication, une addition, une multiplication, une addition, une multiplication, une addition. 6 calculs. Bon. Alors que là, bien, je dis que le nombre qui est là, en fait, je l'obtiens à partir de 80 en multipliant par le coefficient multiplicateur. Donc je fais fois 1,15, là je fais fois 1,15, et là je fais fois 1,15. Ben voilà. Et donc là, directement, donc là j'aurai 80 fois 1,15.
la 80 fois 1,15 fois 1,15 et la 80 fois 1,15 fois 1,15 fois 1,15. Donc, je vois que j'ai directement 80 fois 1,15 puissance 3. Voilà. Et donc, vous voyez, avec le ciel, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai beaucoup moins de calculs et en plus, là, les multiplications, je sais que multiplier par 1,15, puis multiplier par 1,15, puis multiplier par 1,15, c'est pareil que multiplier par 1,15 au cube. Alors que additionner 15% du chiffre à lui-même et faire ça 3 fois, voilà, c'est compliqué. Donc vous voyez, là, grâce au coefficient multiplicateur, j'ai directement ma formule. Voilà. Donc le coefficient multiplicateur, à partir du moment où vous avez des augmentations ou des diminutions, qui en est qu'une ou qu'elle soit répétée, de toute façon, c'est un bon outil. Bon, donc ça... Là, mon objectif, c'était de vous expliquer ce qu'est le coefficient multiplicateur. Donc, je pense que là, vous avez compris. C'est simplement que si c'est plus 15%, on transforme l'addition en multiplication. Hein. Additionner 15%, ça revient à multiplier par 1,15. Pourquoi? À cause de cette factorisation. Voilà. Et si j'ai une diminution, ça marche aussi. Alors, 80, cette fois-ci, je baisse de 10%. Voilà. Eh bien, quel est le nouveau montant? Et quel est le coefficient multiplicateur? Eh bien, donc, je fais 80 moins 10 divisé par 100 fois 80. Bon, et là, je factorise par 80. Donc là, c'est 1 fois 80 moins 10 divisé par 100 fois 80. Bien, donc là, j'ai mon facteur commun, donc c'est 80 fois 1, donc je mets mon 1. Là, 10 divisé par 100, ça fait 0,1. Donc, moins 0,1. Bon, très bien, c'est 80 fois 0,9. Et ben voilà, j'ai mon coefficient multiplicateur, c'est 0,9. Voilà. Donc, voilà pour vous expliquer ou vous rappeler, mais ce n'est pas forcément un rappel, peut-être qu'on ne vous l'a jamais expliqué en définitive. Donc un coefficient multiplicateur, c'est ça. Alors après, concrètement, comment on calcule les coefficients multiplicateurs? Bon, eh bien, si j'ai une augmentation de 20%, le coefficient multiplicateur, ce sera 1,2. Pourquoi? Parce que si j'écris les choses, par exemple 80, j'augmente de 20%, ça fera 1 fois 80 plus 20 divisé par 100 fois 80. Donc là, au lieu d'avoir 15, vous aurez 20. Bon. Donc en factorisant, au lieu d'avoir ici 0,15, j'aurai 0,20, parce que 15 divisé par 100, ça fait 0,20. Donc j'aurai 1 plus 0,20, ça fera 1,2, ou 1,20. Voilà. Et donc, le nombre qui sera là, ce sera 1,20. Donc le quotient multiplicateur, c'est 1,2 ou 1,20, peu importe. Bien. Une diminution de 10%, le coefficient multiplicateur, c'est 0,9, on vient de le voir. Bon. Une diminution de 30%, quel sera le coefficient multiplicateur? Bon. Alors, si on baisse de 30%, donc ça veut dire qu'ici, donc on part toujours de 80, ça pourrait être un autre nom, mais peu importe. Donc je le baisse de 30%. Donc à ce moment-là, j'écris 1 fois 80 moins 30 divisé par 100 fois 80. Donc en fait, j'écris exactement ça, sauf qu'ici, ce sera 30. Donc, ici, ce sera plus 0,1, parce que 10 divisé par 100, ça fait 0,1, mais 30 divisé par 100, ça fait 0,3. Donc là, je mets 1 moins 0,3, et donc 0,7. Le coefficient multiplicateur pour une baisse de 30%, c'est 0,7. Bon. Un autre exemple, si j'additionne une augmentation de 7%, donc là, je vous laisse faire le calcul au brouillon si vous voulez, hein. Je vous ai montré la méthode, donc vous pouvez tout à fait faire comme ça. C'est-à-dire que vous partez de 80, vous écrivez 80 plus 7 divisé par 100 fois 80, vous factorisez par 80, ça fait 80 fois un nombre, et ce nombre, c'est le CM. Donc vous pouvez le calculer, mais vous allez trouver 1,07. Bon. Et si c'est une baisse de 7%, je vous laisse là aussi faire le calcul au brouillon. Mais, donc c'est un 7, hein, là on dirait. Donc une diminution de 7%, le coefficient multiplicateur, ce sera 0,93. Hein. En fait, c'est 1 moins 0,07. Voilà.
Et en fait, si vous avez une évolution de t%, le coefficient multiplicateur, ce sera... Alors t peut être positif ou négatif. Ça veut dire que par exemple, donc, dans cette situation, une baisse de 7%, ça veut dire que ce sera t vaudra moins 7. Hein. Bon. Pour une augmentation de 20%, t vaudra 20. Voilà. Donc, t%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t divisé par 100. Ça, c'est la formule qui marche tout le temps. Alors, t peut être positif ou négatif. Hein. Donc, je me répète, hein, mais voilà, si c'est moins 7%, ça fera 1 moins 7 divisé par 100, et vous allez trouver 0,93. Voilà. Donc ça, c'est la formule générale pour le CM. Bon. Alors, de deux choses l'une, soit cette formule c'est bon, vous dites j'ai compris, je m'en souviendrai, bon alors parfait, sinon vous pouvez la mettre dans un coin de la calculatrice, voilà, hein. Donc ça, si vous voulez, c'est pas une formule sur les suites, c'est une formule sur les pourcentages. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis, donc dans le cours sur les suites, je vous ai mis cette formule à connaître par cœur, celle-là, en fait, il faut la connaître aussi, mais en fait c'est une formule plutôt pour les pourcentages. Enfin voilà, si vous pensez que vous pouvez avoir du mal, vous pouvez la mettre dans un coin de la calculatrice. Alors, après, en général, donc vous comprenez bien ça, en général, si c'est par exemple plus 20%, le coefficient multiplicateur, vous le trouvez bien. Si c'est plus 7%, là ça va. Alors si c'est moins 7%, c'est là qu'on commence à voir des erreurs, parce que enfin, après, c'est des histoires de décalage, où est la virgule, combien il y a de zéros, des choses comme ça. Donc, par exemple, 7 divisé par 100, c'est 0,07. Si vous écrivez que 7 divisé par 100, ça fait 0,7, c'est sûr que le coefficient multiplicateur, vous ne trouverez pas le bon. Hein. Donc là, il faut bien écrire 1 moins 0,07. Et puis, après, là où on voit des erreurs, c'est par exemple lorsque c'est des pourcentages, par exemple, notamment petits. Hein. Donc, par exemple, si vous avez plus 0,02%, le CM, ce sera 1 plus 0,02 divisé par 100. Donc si je divise par 100, donc je rajoute 2 zéros. 1 plus 0, donc du coup là il y en a 1, donc il y en aura 3, ça fait ça. Hein. Et donc ça fera 1,0002. Voilà. Donc le principal souci, c'est la gestion des zéros pour calculer le CM. Hein, mais c'est pas si difficile que ça. Donc simplement faites attention. Hein. Donc voilà, que ce soit un positif ou un négatif. Hein. Donc si c'était un moins, voilà. Donc là on aurait un moins. Ici on aurait un moins. Et puis donc du coup ici, voilà, je vous conseille de faire plutôt le calcul à la calculatrice, hein, mais va avoir 3 9 et un 8. Voilà. Donc pour une diminution de 0,02%, ça donnerait ça. Hein. Et faites bien attention au nombre de zéros. Voilà. Donc ça c'était pour vous expliquer ce qu'est un coefficient multiplicateur. Maintenant on va vraiment passer à la problématique. Donc première méthode, passer du contexte à une formule. Alors, donc on passe au premier exemple. Il s'agit du sujet Métropole La Réunion septembre 2013, donc sujet de ES. Donc voilà, je ne sais plus quel exercice c'est, mais enfin de toute façon il y en a 4. Donc regardez, je vous ai mis le site. Hein. Sur ce site vous avez tous les sujets de bac. Voilà. Enfin, je vous ai quand même mis les éléments principaux de l'énoncé et puis je vais vous le lire. Donc, le responsable du foyer des jeunes d'un village a décidé d'organiser une brocante annuelle. Pour la première brocante en 2012, il a recueilli 110 inscriptions. Donc 2012, 110 inscrits. D'après les renseignements pris auprès d'autres organisateurs dans les villages voisins, il estime que d'une année sur l'autre, 90% des exposants se réinscriront. Donc 90% se réinscrivent. Et que 30 nouvelles demandes seront déposées. Donc 30 nouveaux, voilà. Et ça, c'est chaque année. Donc voilà. Enfin, c'est d'une année sur l'autre. Enfin, ça revient même. OK. On désigne par UN le nombre d'exposants en 2012 plus N. Ainsi, U0, c'est le nombre d'exposants en 2012. Ah oui, puisque ça fait 2012 plus 0. Donc U0 égale 110. Très bien.
Petit 1, quel est le nombre d'exposants attendus pour 2013? Alors, donc, le nombre d'exposants attendus pour 2013, comment on fait ça? Eh bien, donc en 2012, il y en avait 110, et puis il y a 90% qui se réinscrivent, et il y a 30 nouveaux. Donc du coup, je peux écrire ça comme ça. Donc déjà, en 2013, c'est U1, puisqu'en 2012, c'était U0. Alors, en 2012, j'en avais 110, et il y a 90% qui se réinscrivent. Donc je peux faire 90 sur 100 fois 110. Ça veut dire que je prends 90% des 110. Puis comme il y a 30 nouveaux, j'ajoute 30. Bon. Après, je prends ma calculatrice. Je tape ça d'un coup. Donc, 90 divisé par 100, ça fait 0,9. Donc moi, je tape 0,9 fois 110 sur ma calculette. Plus 30. Et je trouve 129. Et là, donc, je fais ma phrase réponse. En 2013, on attend 129 exposants. Voilà, je ne le fais pas parce que c'est pas. En fait, là, c'est pas la question qui m'intéresse. Moi, c'est surtout la 2 parce que nous, ce qu'on veut travailler, c'est passer d'un contexte à une formule. C'est la question numéro 2. Et voilà, donc, justifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 0,9 un plus 30. Voilà, un plus 1 égale 0,9 fois un plus 30, donc c'est ça qu'il faut justifier. Et donc là, il faut passer du contexte à la formule. Bon. Alors, donc je vais quand même mettre la formule quelque part. Donc là, il faut montrer un plus 1 égale 0,9 fois un plus 30. Bon. Je mets entre parenthèses parce que c'est pas ce que je note sur ma copie. Ce que je note sur la copie, c'est ce qui est là. Enfin là, en plus, je fais la phrase réponse et c'est ce que je vais noter maintenant en bleu. Alors, là, il faut que j'analyse un petit peu la situation. C'est-à-dire, dans cette formule, c'est quoi ce 0,9, c'est quoi ce 30? Alors, là, on voit quand même tout de suite que le 30, c'est les 30 nouveaux. Bon. Et le 0,9 correspond à quoi? Eh bien, c'est le coefficient multiplicateur. Parce que 90% se réinscrivent, 90 divisé par 100, ça fait 0,9. Et donc là, on vous donne directement ici le coefficient multiplicateur. En général, on ne vous le donne pas. Enfin, disons 2 fois sur 3, on ne vous le donne pas, 1 fois sur 3, on vous le donne. Ici, on vous donnait directement le coefficient multiplicateur, mais vous allez voir dans les 2 autres exemples qui suivent qu'on ne vous le donne pas. C'est-à-dire que si c'était fait comme dans l'exemple numéro 2, dans l'exemple numéro 3, au lieu de dire 90% se réinscrivent, il vous dirait qu'il y en a 10% qui ne se réinscrivent pas. Voilà. Du coup, ça fait 10% en moins, et le coefficient multiplicateur, c'est quand même 0,9. Mais là, on vous donne directement le coefficient multiplicateur qui est 90 divisé par 100. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc, je termine mon analyse. Donc ça, c'est le CM, et ça, c'est les 30 nouveaux. Bon. Du coup, comment j'écris ça sur ma copie? Eh bien, il faut que je montre que je pars du texte. Donc, voilà, donc je peux écrire un plus 1 égale. Eh bien, puisque dans le texte, déjà, c'est pas écrit 0,9, mais c'est écrit 90%, je peux mettre 90 divisé par 100 fois un. Voilà, plus 30. Et après, je peux mettre une petite phrase d'explication. Donc, je mets puisque, 2 points, 90% se réinscrivent. Donc ça explique ça. Et il y a 30 nouveaux. Ce qui explique ça. Voilà. Et donc, alors, je vais faire la suite, je n'ai pas beaucoup de place ici. Et là, je mets ainsi un plus 1 égale
Donc 90 divisé par 100, ça fait 0,9. 0,9 UN plus 30. Donc là, vous pouvez dire, bah voilà, c'était pas très compliqué. Bon, ben, non, c'était pas très compliqué. Bon, il suffisait de, voilà, de montrer un peu qu'on avait compris d'où vient le 0,9, d'où vient le 30. Hein, pour pas passer pour celui qui recopie la question et recopie la réponse. Hein. Voilà. Donc là, pour cet exemple numéro 1, il n'y avait pas de difficulté particulière, mais il ne fallait pas non plus être déstabilisé par la facilité éventuelle. Voilà, donc on passe à l'exemple numéro 2 qui est plus intéressant à mon sens. Alors, on passe à l'exemple numéro 2, sans doute un peu plus typique de ce qu'on vous demande. Alors, cette fois c'est Métropole, juin 2013, le sujet dévoilé, donc celui qui n'est pas tombé. Que dans le sujet non dévoilé, en fait, il y avait juste une toute petite question sur les suites. Il était bizarre ce sujet, enfin voilà. Mais donc c'est le sujet de ce cours, donc apparemment il n'avait pas bien préparé, enfin voilà. Donc, celui-ci c'est celui que vous auriez dû avoir l'année dernière. Pareil, elle est sur le site si vous ne l'avez pas. Alors, donc là j'ai mis les principaux éléments de l'énoncé, donc ça c'est les éléments de l'énoncé, et ça c'est la première question, c'est celle-là qui m'intéresse. Je vous lis quand même le sujet. Un industriel étudie l'évolution de la production des jouets sur la machine VP1000 de son entreprise. En 2000, lorsqu'il l'a achetée, elle pouvait produire 120 000 jouets par an. Du fait de l'usure de la machine, la production diminue de 2% par an. On modélise le nombre total de jouets fabriqués au cours de l'année 2000 plus n par une suite UN. On a donc U0 égale 120 000. Donc, en 2000, 120 000 jouets, U0, 120 000, et la production diminue de 2% par an. Très bien. Alors, la première question, et c'est celle-là qui m'intéresse, montrer que UN égale, enfin c'est écrit montrer que pour tout entier naturel n, UN égale 120 000 fois 0,98 puissance n. Donc en fait, ça veut dire ça. Hein. Je vous rappelle que l'ensemble des entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Alors, comment on fait pour montrer ça? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser la notion de coefficient multiplicateur. Donc, parce que ce qui est l'élément clé qui est dans l'énoncé, c'est que la production diminue de 2% par an. Donc, je mets quoi sur ma copie? Eh bien, je parle du coefficient multiplicateur. Et je mets ça. Le coefficient multiplicateur associé à une diminution de 2% et alors on a vu comment le calculer, hein. Donc puisque c'est une baisse, ce sera un moins, donc je fais 1 moins 2 divisé par 100, puisque 2% c'est 2 divisé par 100. Bon, voilà, donc ça fait ça, donc ça fait, alors 2 divisé par 100 ça fait 0,02, bon, vous pouvez tout à fait le faire à la calculette, hein, ça m'est égal. Donc ça nous fait 0,98. Et là on dit, ah ben voilà, le 0,98 il est là. Bien. Mais maintenant, donc on a fait la moitié du chemin, mais on n'a pas tout fait. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, là il me manque une étape. Pourquoi? Parce que en fait, chaque année, ça diminue de 2%, donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,98, donc ça veut dire que chaque année, c'est multiplié par 0,98. Bien. Mais si chaque année, c'est multiplié par 0,98, ça veut dire que UN plus 1, bon, c'est un grand U, donc voilà, égale UN fois 0,98. Voilà. C'est ça que ça veut dire, le fait que chaque année, ça diminue de 2%. Alors vous pouvez me dire, mais ça n'est pas la même chose que ça. Tout à fait. Mais, et c'est là l'intérêt de connaître par cœur les 7 formules, enfin au moins les 4 premières voilà, du paragraphe 1 où j'en ai donné 7. C'est-à-dire que pour les suites géométriques, je vous ai bien dit, il y a 2 formules à connaître par cœur, je vous les remets là. Alors, je vais mettre en violet. Pour les suites géométriques,
vous avez un plus 1 égale un fois q, ça c'est la définition, et vous avez un égale u0 fois q puissance n. Voilà. Bien. Eh bien, si vous connaissez ces deux formules par cœur, vous vous dites, ah mais ça, c'est exactement celle-là, et celle qu'on me demande, c'est exactement l'autre. Bien. Alors, après, qu'est-ce qu'on me demande d'écrire sur ma copie? Eh bien justement, ce qu'on me demande d'écrire sur ma copie, c'est que je connais mon cours, c'est que je connais ces deux formules. Donc, à partir du moment où j'ai une formule de ce type-là, je peux affirmer que la suite est géométrique. Et à partir du moment où la suite est géométrique, je peux utiliser cette formule. Voilà. Donc si vous voulez, voilà, c'est un grand classique. À partir du moment où vous savez que la suite vérifie ça, vous pouvez dire qu'elle vérifie ça aussi. Bien. Alors, il y a une rédaction type tout à fait banale qu'on trouve dans la plupart des corrigés, qui est du type de ce que je vais écrire là. Donc là, à partir du moment où j'ai ça, cette formule, c'est la définition d'une suite géométrique. Donc à partir du moment où j'ai ça, je mets donc un est géométrique de raison de 0,98. Et après, donc j'ai le droit d'utiliser la formule du cours. J'écris que un égale u0 fois q puissance n. Ça me donne un égale, donc u0 je remplace, c'est 120 000, fois q puissance n, puisque q c'est 0,98, ça fait fois 0,98 puissance n. Et voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc j'écris ça sur ma copie, et c'est bon, j'ai le point. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans cette question, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il faut connaître cette formule et savoir que c'est la définition d'une suite géométrique. Donc à partir du moment où on a une formule comme ça, on peut affirmer que la suite est géométrique. Du coup, comme ici j'ai une formule comme ça, ben, je peux affirmer que un est géométrique. Et à partir du moment où elle est géométrique, j'ai le droit d'utiliser l'autre formule. Voilà. Hein, donc ça, c'est vraiment un basique sur les suites. Donc, quels sont les ingrédients? Il y a 3 ingrédients. D'abord, savoir ce qu'est un coefficient multiplicateur, et ensuite, connaître ces deux formules sur les suites géométriques. Voilà. Et donc, avec ces trois éléments, si on voit ces 3 éléments sur la copie, on met le point. On passe au dernier exemple. Alors, donc, troisième et dernier exemple, cette fois-ci, c'est Pondichéry, avril 2013. Donc, pareil, vous allez le voir sur le site si vous n'avez pas l'énoncé, sinon je vous le dis. Le 1er janvier 2000, un client a placé 3 000 € à intérêt composé au taux annuel de 2,5%. On note Cn, le capital du client au 1er janvier de l'année 2000 plus N. Voilà. Où N est un entier naturel. Donc entier naturel, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Première question, calculer C1 et C2, arrondir les résultats au centime d'euro. Et deuxième question, exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn, en déduire que pour tout nombre entier naturel n, on a la relation Cn égale 3000 fois 1,025 à la puissance 7. Voilà. Donc, on va traiter ces deux questions. La première est un petit peu déroutante. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de calculer C1 et C2. En fait, vous avez la formule juste en dessous. Donc, première chose, il faut avoir des yeux baladeurs et regarder un peu ce qui se passe à la question d'après. Donc ça, de toute façon... votre prof a dû vous le dire déjà, hein, il faut toujours regarder un peu ce qui se passe en dessous. Bon, mais alors du coup, vous pouvez me dire, oui, mais je mets quoi sur ma copie? Parce que si je mets simplement C1 égale 3000 fois 1,025 à la puissance 1, c'est peut-être un peu trop facile. Bon, eh bien, je ne sais pas, hein, ma foi, si vous calculez C1 et C2 comme ça, si c'est moi qui corrige, je mets les points. Hein, bon, bah... Si c'est après, ça dépend. Après, il y en a qui vont dire ah bah c'est pas bien justifié, j'enlève un petit quelque chose. Bon après, c'est la sensibilité de chaque correcteur. Hein, bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi pas? Alors là, on va essayer de faire une rédaction un peu plus détaillée. Alors, donc en bleu, ce que je mets sur ma copie, je vais calculer C1. Bon, le taux c'est 2,5%. Donc je n'ai qu'à mettre que ça va augmenter que mon placement il va augmenter de 2,5%. Enfin, mon capital va augmenter de 2,5%. Donc je fais la version justement sans coefficient multiplicateur. Je fais 3000 plus 2,5 divisé par 100 fois 3000.
égale, je mets pourquoi pas directement, oui alors j'ai oublié de mettre, ça c'est C1, C1 égale, le résultat ça fait 3075, voilà, donc éventuellement une phrase réponse, les 3000 euros c'était en 2000, donc C1 c'est en 2001, la phrase réponse ce serait en 2001 le capital est passé à 3075 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc moi c'est surtout la question 2 qui m'intéresse, donc la phrase réponse je ne l'écris pas. Donc pour C2, je fais C2 égale, je pars cette fois-ci de 3075, donc 3075 plus 2,5 divisé par 100 fois 3075 égale, et ça fait 3151,875. Alors 875, j'arrondis soit à 87, soit à 88. Bon, je vais mettre ça comme ça, voilà. Voilà, ça, c'est un petit calcul, donc, détaillé, et où je fais bien apparaître que j'utilise les données de l'énoncé, c'est-à-dire qu'on me dit que c'est 2,5%, je mets bien mon 2,5 divisé par 100. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein, donc je fais une phrase réponse, ok. Bien, on passe au 2. Exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn. Là, c'est ça qui m'intéresse, hein, parce que je vous rappelle que là, on est en train de travailler justement, passer d'un contexte à une formule. Donc là, le contexte, c'est 3000 euros qui sont placés à 2,5%, et il faut passer à cette formule-là. Bon, mais d'abord, il faut faire ça. Donc, voilà, je vous rappelle quand même, donc, parce que là, ce sera toujours utile, les deux formules pour les suites géométriques, on les a déjà utilisées pour l'exemple 2. Donc, je mets SG, ça veut dire suite géométrique. UN plus 1 égale UN fois Q, UN égale U0 fois Q puissance N, il faut les connaître par cœur, hein, ces deux-là, voilà, il n'y a pas moyen d'y échapper. Voilà, donc ça c'est du cours, hein, donc ça je le mets en violet. Donc voilà, comme c'est à part, je vais quand même l'encadrer. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, maintenant, ma réponse. Eh bien, c'est toujours la même chose. En fait, la clé, c'est la notion de coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que si chaque année j'ajoute 2,5%, je vais avoir un coefficient multiplicateur. Et comment je calcule ce coefficient multiplicateur? Ce sera 1 plus 2,5 divisé par 100. Alors, maintenant, troisième et dernier exemple. Donc, j'ai pris le sujet Pondichéry avril 2013 du bac ES. Alors, je vous ai résumé en noir l'énoncé, mais en noir l'énoncé et les questions 1 et 2. Mais je vais quand même vous lire l'énoncé, voilà, mais voilà, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez avoir le sujet sur ce site-là. Alors, le 1er janvier 2000, un client a placé 3 000 euros à intérêt composé au taux annuel de 2,5%. Donc, placement 3 000 euros à 2,5% par an. Voilà, donc chaque année, le capital augmente de 2,5%, c'est ça que ça veut dire. On note Cn, le capital du client, au 1er janvier de l'année 2000 plus N, où N est un entier naturel. Donc les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Première question, calculer C1 et C2, arrondir les résultats au centime d'euro. Alors, cette question ne m'intéresse pas trop, donc, puisque là, on travaille la méthode pour passer de l'énoncé à une formule. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la question 2. Exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn, en déduire Cn égale 3000 fois 1,025 puissance N. Mais pour calculer C1 et C2, je vous ai quand même mis ce qu'on peut mettre sur la copie. Je vous ai fait le calcul. Hein. Bon. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai mis que C1 c'était 3000 plus 2,5 divisé par 100 fois 3000. Je n'ai pas utilisé le CM. J'aurais pu. Effectivement, donc, chaque année ça augmente de 2,5%. Donc, chaque année on multiplie par 1,025, puisque une augmentation de 2,5% est associée à un CM de 1,025. Bon, mais là, comme moi je voulais surtout me concentrer sur la question 2, du coup j'ai pas utilisé le CM pour la question 1, mais vous pouvez tout à fait. Donc moi pour la question 1, je suis resté proche du texte. Donc j'ai dit pour C1, je pars de mes 3 000 euros, j'ajoute 2,5% de 3 000 euros.
Et ça me donne ce résultat-là. Pour ces deux, ben, je pars de ce que j'ai au bout d'un an, donc de mes 3 075 €, et j'ajoute 2,5% de mes 3 075 €. Et j'obtiens ce résultat-là. En fait, c'était 875, donc on peut arrondir soit, puisque c'est au centime, donc deux chiffres après la virgule, on peut arrondir à 87 ou 88. Les deux sont des bonnes réponses. Bien. Enfin, si ça avait été 875 et qu'il y avait eu des chiffres après, à ce moment-là, j'étais obligé d'arrondir à 88. Voilà. Je le signale parce que les élèves, souvent, ont un petit souci. Dès qu'il s'agit d'arrondir et qu'il y a un 5 après et qu'il y a d'autres chiffres, souvent, ils arrondissent en dessous. Non, on n'a pas le droit. Bon. Donc, comme je viens de le dire, ce qui m'intéresse, c'est la question 2. Cn plus 1, en fonction de Cn, en déduire Cn égale 3000 fois 1,025 à la puissance n. Alors, voilà. Donc, ici, on travaille la méthode 1, passage du texte à une formule. Bon, bah, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la notion de coefficient multiplicateur et on va utiliser les deux formules pour les suites géométriques, les formules de base qui sont là. Voilà. Donc, je les rappelle. Donc, un plus 1, c'est un fois q, et un, c'est u0 fois q puissance n. Donc, ça, c'est la formule de récurrence. Donc, elle permet de, si je connais le terme pour l'année n, ça me permet de calculer le terme pour l'année n plus 1. Et ça, c'est la formule explicite, où j'ai directement un en fonction de n. Bon. Bien. Donc là, la question est en deux parties. La première partie, c'est Cn plus 1 en fonction de Cn. Alors là, si je connais mon cours sur les suites géométriques, bon, eh bien, je vois que c'est cette formule. Alors vous pouvez me dire, mais pourquoi suite géométrique, c'était pas écrit? Bon, alors ça, par contre, il faut absolument que vous sachiez que quand c'est un placement à intérêt composé, ou une augmentation chaque année du même taux, ou une diminution chaque année du même taux, ça donne toujours des suites géométriques. Ça, il faut le savoir. Bon, on est bien d'accord, il faut que l'augmentation soit toujours du même taux, ou la diminution toujours du même taux. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui se rajoutent par ailleurs. C'est-à-dire que si je ne sais pas, moi, mettons que mon capital il augmente de 2,5% chaque année et par ailleurs je rajoute 500 € sur mon compte chaque année, ça ne donnera pas une suite géométrique. Voilà. Mais vous devez avoir en tête que les placements à la banque, ça donnera des suites géométriques. Ça, il faut le savoir parce que voilà. Bon. Du coup, si je sais que c'est une suite géométrique et qu'on me demande d'exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn, parmi ces deux formules, je pense tout de suite à celle-là. Voilà. Mais par contre, il faut justifier que la suite est géométrique et c'est là que je fais appel à la notion de coefficient multiplicateur. Donc voilà, donc ça c'est ce que je racontais tout à l'heure, une augmentation de 2,5% est associée à un coefficient multiplicateur de 1,025. Voilà, donc je commence par raconter ça, parce que c'est ça qui... il faut vraiment commencer par ça. Donc une augmentation de 2,5% correspond à tel coefficient multiplicateur, donc on aura une suite géométrique. Alors, comment je le rédige? Comme ceci. Une augmentation de 2,5% correspond à un coefficient multiplicateur. Mettez bien coefficient multiplicateur et pas Cn. Moi j'ai un élève qui a mis Cn sur sa copie et puis le prof il a souligné. Il n'était pas content parce que Cn c'est une abréviation. Bon. Un coefficient multiplicateur de... Alors, pourquoi 1,025? On peut détailler. C'est 1 plus 2,5 divisé par 100. 2,5 divisé par 100, je décale la virgule de 2 crans, donc ça fait 0,025, donc ça fait 1,025, puisque j'ai le plus 1 qui me fait mon 1 qui est là. Donc, chaque année, le capital est multiplié par 1,025. Et ça veut dire quoi en termes de formule? Ça veut dire que Cn plus 1
est égal à Cn fois 1,025. Voilà. Donc vous voyez, j'explique mon calcul du coefficient multiplicateur, j'explique que chaque année le capital est multiplié par 1,025, je traduis ça par une formule. Bon, bah, si chaque année c'est multiplié par 1,025, ça donnera exactement ça. Ça veut dire que pour l'année n plus, le capital de l'année n plus 1, c'est le capital de l'année n multiplié par 1,025. Bien. Vous voyez? Donc ce genre de choses, ça fait aussi travailler le passage des phrases en français aux formules mathématiques. Donc c'est assez intéressant. Enfin voilà. Donc là j'ai super bien détaillé, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre tout ça, mais il faut quand même mettre quelques éléments. Donc Cn plus 1, c'est Cn fois 1,025. Et là je dis donc Cn est une suite géométrique de raison 1,025. Pourquoi ? Parce que cette formule, c'est la définition d'une suite géométrique. Dès qu'une suite vérifie une formule comme ça, elle est géométrique, et le nombre qui est là, c'est sa raison. Donc là, voilà. Donc là, Cn est géométrique de raison 1,025. Donc ça, je le mets. Donc Cn est géométrique de raison Q égale 1,025. Et puisqu'elle est géométrique de raison Q égale 1,025, j'ai le droit d'utiliser maintenant cette formule. Hein, parce que, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn, c'est déjà fait, c'est ici. Mais il y a une deuxième partie, en déduire Cn égale 3000 fois 1,025 à la puissance n. Alors là, je reconnais cette formule. Et j'ai le droit d'utiliser. Donc, je peux mettre d'abord, par exemple, Cn égale C0 fois Q puissance n. Ça, c'est un petit clin d'œil pour le correcteur pour dire que j'utilise cette formule qui est dans le cours. Et ensuite, je remplace C0 et Q par les nombres qui sont à ma disposition. Ça fait Cn égale, alors C0, c'est 3000 €, fois Q puissance n, donc 1,025, puissance n. Et voilà. Hein? Donc, cet exemple numéro 3 était un petit peu plus difficile, mais peut-être aussi plus typique de ce qu'on vous demande au bac. Sur l'exemple 1, on ne vous donnait pas le CM, et ça, c'est quand même relativement rare. L'exemple 2, c'était pas mal, mais là, c'est quand même un peu plus complet, parce que on vous demande les deux choses, Cn plus 1 en fonction de Cn, et cette formule-là. Donc voilà, donc, du coup, ça vous montre bien quand même l'intérêt de connaître par cœur ces deux formules, parce que si vous ne les connaissez pas, et si vous ne connaissez pas dans quel cadre on a le droit de les utiliser, bon c'est un peu foutu. Hein. Donc celle-là, c'est la définition d'une suite géométrique. Donc dès qu'une suite vérifie ça, je peux affirmer qu'elle est géométrique. Hein. Donc vous voyez, là j'ai fait les choses dans l'ordre. D'abord, j'ai expliqué pourquoi j'avais cette formule et j'en ai déduit qu'elle est géométrique. Et une fois que je sais qu'elle est géométrique, j'ai le droit d'utiliser cette formule-là. Hein, je le fais après. Hein. C'est-à-dire que ce serait pas normal de faire les choses dans le désordre, de faire d'abord cette formule, ensuite celle-là. Bon, voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc que pour répondre à ce type de questions, il faut connaître la notion de coefficient multiplicateur. Et ça, les profs de maths n'en parlent pas forcément énormément parce que pour eux, c'est bébête, c'est pas spécialement programme, donc voilà. Mais c'est important, donc voilà, si on vous en a jamais parlé, vous n'allez pas l'inventer. Et donc le premier ingrédient, c'est un multiplicateur. Le deuxième ingrédient, c'est quand même tout le temps ces deux formules qu'il faut vraiment connaître par cœur. Hein, j'insiste, mais voilà. Si cette formule elle dorme dans un coin de la calculatrice, vous ne saurez pas répondre correctement à ce genre de questions. Voilà, donc maintenant on va passer à la méthode numéro 2. Alors, on passe à la méthode numéro 2, démontrer qu'une suite est géométrique ou pas, ou démontrer qu'une suite est arithmétique ou pas. Alors, on commence par le principe. Après, on verra des exemples. Mais le principe est toujours le même. Donc, voilà. Premier point, si je veux montrer qu'elle est géométrique, ma suite, eh bien, il faut que j'établisse une formule du type un plus 1 égale un nombre fois un. Et à ce moment-là, automatiquement, ce nombre, eh bien, ce sera la raison de ma suite géométrique. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je montre que un plus 1, c'est 2 fois un, eh bien, cela prouve à la fois que ma suite est géométrique et que sa raison, c'est 2. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre méthode.
et on n'a absolument pas le choix. Donc si vous voulez montrer qu'une suite est géométrique, il faut que vous justifiez une formule de ce type-là. Donc par exemple, supposons que ce soit comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 3 000 € placés à la banque et qui sont à un taux d'intérêt de 2,5% par an. Eh bien, j'explique que j'ai un coefficient multiplicateur de 1,025, que chaque année c'est multiplié par 1,025. J'écris UN plus 1 égale 1,025 fois UN, et je conclus, donc UN est géométrique de raison 1,025. Voilà. Donc, c'est cette formule-là qu'il faut connaître. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la connaître par cœur. Bon. Alors, maintenant, je passe au point numéro 2. Comment montrer qu'une suite n'est pas géométrique? Alors, cette fois, c'est plus simple. Je vous explique. Normalement, dans une suite géométrique, alors regardez, j'ai fait mon petit dessin avec l'échelle et j'ai mis les 3 premiers barreaux. Donc, les rangs, c'est 0, 1 et 2, et puis les termes de la suite, c'est U0, U1 et U2. Bon. Eh bien, si elle est géométrique, le principe d'une suite géométrique, c'est que pour passer au nombre du dessus, on multiplie toujours par le même nombre. Donc ça veut dire que pour passer de U0 à U1, j'ai multiplié par un certain nombre, et pour passer de U1 à U2, j'ai multiplié exactement par le même. Bon. Alors, maintenant, ça c'est, si vous voulez, c'est une petite formule mathématique. Pour passer de U0 à U1, le nombre, c'est U1 sur U0. C'est-à-dire, en fait, il faut multiplier par ceci pour passer de U0 à U1. Autrement dit, ça fois ça fait U1. Voilà. Bon. Et pour passer de U1 à U2, eh ben, il faut multiplier par U2 sur U1. Donc, si elle est géométrique, le nombre qui est là et le nombre qui est là, ce sont les mêmes. Voilà. Donc, en général, quand on a affaire à une suite qui n'est pas géométrique, en général, ces nombres-là ne sont pas les mêmes. Donc, sur votre copie, vous calculez U1 sur U0, vous calculez U2 sur U1, vous constatez que ce ne sont pas les mêmes et vous mettez donc la suite n'est pas géométrique. Voilà. Donc voilà, ce qui donne, voilà, donc le principe, je l'ai mis là. Alors, c'est pas restrictif. Si vous avez U1 sur U0 différent de U2 sur U1, forcément, elle n'est pas géométrique. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on peut travailler avec d'autres barreaux. C'est-à-dire que si vous préférez calculer U3 sur U2 et U2 sur U1, ben, pourquoi pas, hein. À partir du moment où U3 sur U2 n'est pas égal à U2 sur U1, elle ne peut pas être géométrique. On peut aussi calculer U11 sur U10 et U10 sur U9. Si elle est géométrique, ce sera les mêmes nombres. Si ça n'est pas les mêmes nombres, forcément, elle n'est pas géométrique. Voilà. Donc, en tout cas, pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, on fait comme ça. C'est ça la méthode. Et donc, c'est beaucoup plus simple, parce que vous voyez, on n'a pas à travailler avec UN ou des choses comme ça, hein. Donc, il suffit de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah voilà, là au début, elle n'est pas... si je regarde juste les premiers termes, ça ne peut pas être les termes d'une suite géométrique, donc elle n'est pas géométrique. Voilà. Donc, je me répète, la méthode, c'est vous calculez, typiquement U1 sur U0 et U2 sur U1, vous dites que ce n'est pas les mêmes, donc elle n'est pas géométrique. Troisième point, comment montrer que UN est arithmétique? Bon. Eh bien, c'est un peu comme le même principe que pour montrer qu'une suite est géométrique. Sauf que les suites arithmétiques, elles obéissent à des formules qui sont les formules pour les suites arithmétiques, et pas les formules qui sont les formules du type suite géométrique. Donc au lieu d'avoir ça, au lieu de démontrer une formule de ce type, il faut montrer une formule de ce type-là. Voilà. Il faut montrer que UN plus 1, c'est UN plus R. Autrement dit que pour passer de UN à UN plus 1, on additionne toujours le même nombre. Bon, ça peut être un plus, ça peut être un moins, hein. Voilà. En tout cas, il faut que vous ayez une formule du genre UN plus 1 égale UN plus 13. Ou UN plus 1 égale UN moins 10 000. Mais voilà, il faut que ce soit une formule avec UN plus 1 égale UN, et puis là, un nombre qui lui ne bouge pas. Voilà. Très bien. Et pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, eh bien, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, alors on peut faire tout à fait le même dessin que tout à l'heure. Alors là, on a U0, là, on a U1, là, on a U2. Bon, pour passer de U0 à U1, je dois additionner quel nombre? Le nombre que je dois additionner pour passer de U0 à U1, c'est U1 moins U0. Donc, j'additionne lui, et ça me donne lui. Et pour passer de U1 à U2, je dois additionner quoi? Eh bien, U2 moins U1. Voilà. Donc,
Si ma suite est arithmétique, ça veut dire que j'additionne toujours le même nombre, et du coup, ça et ça doit être absolument pareil. Je vais préciser que c'est par addition, voilà, ce truc c'est un plus, ça veut dire que lui plus lui, ça donne lui. Voilà. Donc, si ma suite est arithmétique, ces deux nombres sont les mêmes. Donc si ce n'est pas les mêmes, elles ne peuvent pas être arithmétiques. Donc typiquement, vous calculez U1 moins U0, vous constatez que ce n'est pas la même chose que U2 moins U1, et vous dites donc elle n'est pas arithmétique. Voilà. Donc c'est plus simple. Alors, sur le principe, j'ai terminé. Bon, retenez quand même que c'est toujours plus difficile de montrer qu'une suite est géométrique ou qu'elle est arithmétique que de montrer qu'elle ne l'est pas. Parce que pour montrer qu'elle ne l'est pas, il suffit de regarder les premiers termes. Donc, ça et ça. Donc, on n'a pas besoin de regarder UN et de se trimballer des formules avec UN. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Et alors maintenant, on va passer à des exemples donc, que j'ai piochés dans les problèmes de bac. Mais sachez tout de suite que le grand classique, c'est de montrer qu'une certaine suite est géométrique. Et donc, c'est le point numéro 1. Et ça peut poser problème, c'est-à-dire que dans tout l'exercice sur les suites, ça peut être la question la plus difficile en fait. Donc maintenant on va voir ça, on s'attelle aux exemples. Alors, donc maintenant on passe aux exemples. Alors je vous dis tout de suite, si vous regardez dans les Anabac, en définitive, remarque numéro 1, vous tombez beaucoup plus souvent sur des suites géométriques que sur des suites arithmétiques. Sur le site de l'APMEP, donc c'est toujours le même, vous faites www.apmep.asso.fr et là vous allez dans examen et concours. Puis là vous allez dans bac ES. Et là vous avez un fichier que je vous conseille tout à fait de regarder régulièrement, qui est donc bien sûr le fichier de 2013, puisque c'est la seule année nouveau programme que vous ayez à disposition. Et là, vous avez un fichier qui s'appelle année 2013, où vous avez tous les sujets de bac qui sont mis les uns après les autres. Alors là, c'est très pratique comme fichier, parce que par exemple, quand vous voulez travailler une notion, vous ouvrez le fichier, vous faites CTRL F, et puis si vous voulez travailler les suites, vous écrivez suite dans la petite fenêtre, et puis à chaque fois qu'il y a écrit suite dans l'énoncé, vous l'avez. Donc ça vous permet de travailler les suites, tous les exercices sur les suites. Voilà. Donc vous tapez suite, vous faites entrée, et ça vous mène directement au premier endroit où il y a suite. Après, vous cliquez sur la flèche du bas, ça vous mène au deuxième endroit où il y a écrit suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très pratique. Bon. Mais regardez, donc ouvrez ce fichier et vous faites CTRL F et dedans vous mettez arithmétique. Et bien vous verrez que dans tout le fichier, le mot est utilisé une seule fois. Autant dire qu'on ne va pas travailler beaucoup sur les suites arithmétiques. Alors que si vous faites CTRL F et vous écrivez géométrique dans la fenêtre, là vous allez voir que ça apparaît, je crois que c'est 16 fois, voilà, donc c'est plus conséquent. Donc, ma remarque numéro 1, c'était simplement de dire que, en fait, dans le cadre du bac, il faut s'attendre beaucoup plus à trouver des suites géométriques que des suites arithmétiques. Et ma remarque numéro 2, c'est, donc, ok, là on travaille la méthode numéro 2, comment prouver qu'une suite est arithmétique ou pas, comment montrer qu'une suite est géométrique ou pas. Mais en définitive, si vous regardez dans les Anabac, la plupart du temps, peut-être dans 2 cas sur 3, on vous pose cette question dans le cadre d'une suite arithmético-géométrique. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que c'est un peu compliqué. Mais on verra ça au paragraphe numéro 5. Là, pour l'instant, on est au paragraphe numéro 4. Donc, je réserve ça après. Donc, les exemples qu'on va voir là, c'est justement des exemples où il n'y a pas de suite arithmético-géométrique. Mais ayez bien en tête que quand on vous demande de montrer qu'une suite est géométrique, c'est souvent dans le cadre d'une suite arithmético-géométrique. Voilà. Donc c'est pour ça que donc là, on va voir 3 exemples qui ne sont pas dans ce cadre-là. Mais ensuite, on travaillera sur les suites arithmético-géométriques et là, on verra comment montrer que UN est une suite géométrique dans le cadre d'une suite arithmético-géométrique. Alors là, vous pouvez vous dire, mais ça veut dire quoi
Parce que si elle est arithmético-géométrique, elle ne va pas être géométrique. Alors, tout à fait. Donc j'explique toujours dans le paragraphe 5 ce qu'est une suite arithmético-géométrique. En fait, c'est quand vous avez affaire à une suite arithmético-géométrique qu'on fait intervenir une autre suite qui, elle, est géométrique. Mais j'explique tout ça dans le paragraphe 5. Donc voilà, donc ça c'était juste pour expliquer que là, les exemples qu'on voit ne sont pas représentatifs, mais l'exemple le plus représentatif, c'est la suite arithmético-géométrique, et c'est traité dans le paragraphe 5. Donc là, on traite la problématique montrer qu'une suite est arithmétique ou pas, géométrique ou pas, mais dans les autres cadres que ceux qu'on rencontre le plus souvent. Hein, sachant que le cas qu'on rencontre le plus souvent, je reviens en détail dans le paragraphe 5. Donc pas de panique. Bon. Alors, donc, allons-y pour cet exemple 1. Polynésie, juin 2013, ES bien sûr. Donc, exercice 3, question 3. Donc, il était question de production de perles, enfin peu importe le contexte. Alors, je vous lis juste la question 3, puisqu'elle est indépendante des autres, donc c'est pas la peine de lire le reste. Alors voilà. Donc, pour prévoir les montants réalisés à l'exportation des perles de Tahiti, on modélise la situation par une suite UN. On note U0 le montant en 2011 en milliers d'euros et UN le montant en 2011 plus N en milliers d'euros. On a donc U0 égale 63 182. Voilà. Et on suppose que la valeur baisse tous les ans de 8%. Voilà. Bon. Donc, question 3A, c'est celle-là qu'on va traiter. Montrer que UN est une suite géométrique dont on précisera la raison. Donc, je vous ai noté l'énoncé aussi là. Alors, donc, qu'est-ce que je mets sur ma copie? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut avoir en tête que quand on a une baisse de 8% chaque année, ou une hausse de 13% chaque année, enfin, il faut que ce soit le même nombre chaque année, que ce soit en plus ou en moins, enfin, en pourcentage, hein, donc on est bien d'accord, il faut que ce soit une augmentation d'un même nombre chaque année ou une diminution d'un même nombre chaque année. Eh bien, il faut avoir en tête que ça fait une suite géométrique. Et il faut avoir en tête que la démonstration, ça passe par le coefficient multiplicateur. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a une baisse de 8% chaque année. Donc la première chose à mettre sur ma copie, c'est que une baisse de 8% chaque année, ça donne un coefficient multiplicateur, et que ce coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 8 divisé par 100. Voilà. Donc je mets ça. Hein. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 8% et 1 moins 8 divisé par 100, ça fait 1 moins 0,08, hein, puisque 8 divisé par 100, ça fait 0,08. Et donc, ça nous fait 0,92. Bon voilà, vous pouvez faire le calcul à la calculette si vous voulez. Bien. Et donc, j'ai calculé le coefficient multiplicateur. Maintenant, je dis que chaque année, du coup, ce sera multiplié par 0,92. Chaque année, UN est multiplié par 0,92. Au lieu de mettre UN, vous pouvez mettre le montant des exportations ou des choses comme ça. Enfin bon, peu importe. Du coup, ça veut dire que UN plus 1 égale UN fois 0,92. Voilà. Et là, vous pouvez dire, vous pouvez affirmer, donc UN est géométrique de raison 0,92. Voilà, terminé, c'est parfaitement justifié. Voilà. Donc, vous voyez, c'était pas trop difficile. On va passer maintenant à l'exemple numéro 2.
Alors, maintenant, on passe à l'exemple numéro 2. Polynésie, 4 septembre 2013, donc du bac ES. Et c'était l'exercice 4, la population de l'Allemagne. Alors, donc, il y avait un énoncé. On nous disait qu'en 2011, il y avait 81 751 602 habitants en Allemagne. Et on disait que le taux d'évolution baisse chaque année de 0,22%, donc moins 0,22%. Bon, il y avait une partie A qui ne nous intéresse pas ici, et là, donc, on s'intéresse à la partie B. Donc, on appelle UN la population en l'année 2011 plus N. Voilà. Et donc, première question, déterminer U0 et U1. Bon, ça, c'était pas difficile. Allons-y. Pour U0, bon ben, je remplace, donc c'est UN en remplaçant N par 0, donc c'est 2011 plus 0, donc c'est 2011, donc la population en 2011. Donc c'est ce nombre-là. Donc U0 égale 81 751 602. Voilà. Et puis U1, bon, puisque chaque année ça baisse de 0,22%, eh bien je reprends le même nombre et je le diminue de 0,22%. Donc moins 0,22 divisé par 100 fois 81 751 602. Et donc, cela nous fait, il n'y a aucune raison que ça tombe juste. Alors, allons-y. 81 751 602 moins 0,22 divisé par 100 fois toujours le même 80 751 602. Et on trouve 80 571 748,48. Donc on va plutôt arrondir, c'est ridicule de parler de centièmes d'habitants, donc on va arrondir à l'unité. Donc ça nous fait 81 571 748 habitants. Bon ben voilà. Ok, donc on passe à la question 2, et c'est surtout elle qui m'intéresse, hein, puisque, voilà, justifier que UN est géométrique de premier terme, 81 751 602, et de raison 0,9978, et exprimer UN en fonction de N. Donc voilà. Donc, c'est toujours la même chanson, c'est-à-dire que derrière, il y a la notion de coefficient multiplicateur. Donc, pourquoi UN est géométrique? Parce que chaque année, on multiplie par le même nombre. Quel est ce nombre? Eh bien, c'est le coefficient multiplicateur. Et comment je le calcule? Je fais 1 moins 0,22 divisé par 100. Voilà. Alors, je vais utiliser le peu de place qui me reste, mais qu'est-ce que je réponds sur ma copie? Petit a, je mets le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 0,22% et 1 moins 0,22 divisé par 100, je calcule ça et au miracle, bah, ça va me faire le nombre qui est là. Hein. Donc, bon bah voilà, vous pouvez vérifier sur votre calculette, mais 1 moins 0,22 divisé par 100, ça fait effectivement 0,99 78. Du coup, vous mettez chaque année la population, si vous avez le temps, vous précisez la population de l'Allemagne. Là, je vais faire court. La population est multipliée par 0,9978. Donc, là je mets la formule. Alors, vous vous rappelez pour les suites géométriques, j'ai effacé
les formules qui étaient en violet. Mais donc, je le remets, suite géométrique, on a un plus 1 égale un fois q, et un égale u0 fois q puissance n. Donc là, je viens d'expliquer pourquoi chaque année c'est multiplié par 0,9978. Je le traduis en formule mathématique. Et traduit en formule mathématique, ça donne ça. Un plus 1 égale un fois 0,9978. Je peux même l'encadrer. Et là, je mets donc un est géométrique. De raison 0,978. Voilà. Donc, justifier qu'elle est géométrique, c'est fait. De raison 0,9978, c'est fait. Deux premiers termes, ça, je ne l'ai pas justifié. Mais le premier terme, c'est U0. Et U0, on m'a demandé de le calculer au petit 1. Donc voilà, je n'ai pas à justifier que le U0, c'est 80 751 602. Si vous voulez faire une phrase pour le justifier, vous pouvez vous dire, bah oui, pour n égale 0, c'est la population en 2011 plus 0, c'est-à-dire en 2011, et donc ça fait 80 751 602. Mais bon, ça, je veux dire, la justification qu'on attendait, c'est du fait qu'elle soit géométrique. Que le premier terme ce soit ça c'était pas un mystère, si vous voulez. Donc, un est géométrique de raison 0,9978. On a vu U0 égale combien 80 751 602. Donc, puisqu'on l'a vu, bon ben voilà, on ne s'étale pas là-dessus. Et donc, j'ai répondu au 2A. Et maintenant, je fais le B. Voilà. Et donc, pour le A, c'était cette formule, et bien pour le B, ce sera celle-là. Donc je peux mettre la formule générique. Un égale U0 fois Q puissance n pour une suite géométrique. Voilà. Et donc là, je remplace simplement U0 et Q par les nombres. Donc ici, UN égale U0, on avait dit que c'était le nombre, là, toujours le même, 80 751 602, fois, la raison c'est 0,9978, puissance n. Et voilà, et donc là, on a UN en fonction de n. Bon, vous pouvez ici mettre, pour une suite géométrique de raison Q, on a deux points, UN égale U0 fois Q puissance n. Vous pouvez le mettre comme ça. Et vous pouvez aussi mettre simplement la formule, parce que c'est du cours, vous êtes censé le savoir, bon, voilà. Bon, mais c'est vrai que si vous avez le temps, mettez ici, je vais le mettre... Pour une suite, voilà, je le mets là, géométrique de raison Q, on a deux points. Voilà, et ça, vous le mettez, vous pouvez le mettre ici. Mais c'est pas une obligation. Sachant que, bon, bah voilà, sur les copies de bac, en général, on ne voit pas ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça fait bien. Voilà. Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose, la notion de CM, la formule numéro 1, la formule numéro 2. Donc voilà. Donc vraiment, cette méthode numéro 2, passer d'un contexte à une formule, il faut, si vous avez compris que c'était ces trois choses, donc ces deux formules plus la notion de CN, et ben c'est parfait, j'ai atteint mon objectif. Alors maintenant on passe à la méthode numéro 3, ce sera la plus courte des trois méthodes que je voulais voir dans ce paragraphe 4. Alors émettre une ou deux conjectures. Alors le principe est très simple. Il s'agit de parler du sens de variation de la suite, est-elle croissante ou décroissante, et il s'agit de parler de la limite de la suite. Est-ce qu'il y a une limite? Et si oui, laquelle? Alors, donc la limite, ça peut être 3, ça peut être moins 2, ça peut être plus l'infini, ou ça peut être moins l'infini. Voilà. Donc, sachant que quand il s'agit de conjecture, donc vous êtes censé en fait regarder les premiers termes que vous calculez à la calculatrice, donc peut-être que vous ne pourrez pas être précis sur la limite. C'est-à-dire si les premiers termes,
c'est, je ne sais pas, moi 0,5, puis 0,8, puis 0,9, puis 0,99, puis 0,999. Alors là, la conjecture, c'est que la limite, c'est 1. Mais parfois, ça peut être plus compliqué. Hein. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle d'un sujet de bac où il y avait les premiers termes qui étaient écrits dans un tableau, et puis c'était genre peut-être qu'il y avait 4,5, et puis 4,6, et puis 4,97, 4,97. Alors là, on peut se dire, on peut hésiter, à la limite, je vais mettre quoi? Je vais mettre 5 ou je vais mettre 4,97. Bon, dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de mettre 5. Si vous n'êtes pas sûr, mettez d'abord le nombre le plus rond. Mais là, l'élève qui met 4,97, normalement, on lui met le point. Hein, voilà. Donc normalement, je veux dire, une conjecture, c'est quelque chose qu'on ne démontre pas. Donc ça veut dire qu'on a le droit de se tromper. Il ne faut pas conjecturer n'importe quoi non plus. Mais voilà, donc vous mettez les points, même si c'est pas complètement vrai. Du coup, si vous avez le doute, donc mettons que vous avez ce genre de progression, vous dites apparemment la suite admet une limite et cette limite est environ, alors vous pouvez mettre environ 5 ou vous pouvez mettre environ 4,97. Bon. Voilà. Hein, comme ça, vous montrez qu'il n'y a pas de certitude sur la valeur exacte. Voilà. Donc, c'est très simple. Pensez, donc, si vous devez émettre une conjecture, pensez plutôt au sens de variation. Donc, est-ce qu'elle a l'air plutôt croissante, est-ce qu'elle a l'air plutôt décroissante? Et si on vous demande une deuxième conjecture, eh bien, regardez si elle a mis une limite, et si oui, laquelle. Voilà. Bien sûr, si on vous demande une seule conjecture et qu'en fait elle n'est ni croissante ni décroissante, à ce moment-là, privilégiez le fait qu'elle ait une limite ou pas. Voilà. Mais j'insiste pas. De toute façon, bon, vous demandez des conjectures sur les suites, c'est pas un grand classique. Hein. Donc voilà, hein, cette méthode numéro 3, c'est pas la plus importante, mais il faut savoir. Hein, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vous compreniez que quand on vous demande des conjectures, c'était sens de variation, donc croissante ou décroissante, et limite. Voilà, hein, donc si vous avez ça en tête, c'est bon, vous avez compris. Alors on va quand même voir ça sur un exemple. Alors, donc voici notre exemple. Toujours Polynésie, 4 septembre 2013, exercice 4, qu'on a déjà vu dans la méthode 2, la population de l'Allemagne. Mais cette fois-ci, c'est la partie C. Alors, donc je vous lis l'énoncé. Dans cette partie, on tient compte des flux migratoires. On estime qu'en 2011, le solde migratoire, entre parenthèses, différence entre les entrées et les sorties du territoire, est positif en Allemagne et s'élève à 49 800 personnes. Donc solde migratoire plus 49 800. On admet de plus que le taux d'évolution de moins 0,22% ainsi que le solde migratoire reste constant dans les années suivantes 2011. Donc toujours le taux d'évolution de moins 0,22%. Voilà. Mais ça, le taux d'évolution de moins 0,22%, on est d'accord, c'est sans le solde migratoire. Ça veut dire que cette fois-ci, il faut bien voir qu'il y a deux phénomènes. D'abord, ce taux d'évolution qui fait que d'une année sur l'autre, la population est multipliée par 0,9978. Toujours le même coefficient multiplicateur, 1 moins 0,22 divisé par 100. Donc, d'une part. D'autre part, s'ajoutent 49 800 habitants. Hein. Donc, il faut bien voir que c'est deux choses différentes. Bon. Alors, premièrement, modéliser cette situation à l'aide d'une suite Vn, dont on précisera le premier terme V0, ainsi qu'une relation entre Vn plus 1 et Vn. Donc, V0, c'est toujours le même nombre. Hein. Donc, c'est toujours le même nombre qu'avant. Donc, voilà, donc sur ma copie, je mets quoi? Je mets V0 égale, donc le nombre qui était dans la partie B, qu'on a déjà vu un certain nombre de fois, les 80 751 602. Je peux mettre comme justification que c'est la population en 2011, puisque, voilà, elle n'a pas changé, donc, voilà. Donc, préciser le premier terme, c'est fait. Et alors maintenant, la question un petit peu délicate, un petit peu difficile, c'est la relation entre Vn et Vn plus 1. Bon, chaque année, eh bien, ça baisse de 0,22%. Donc je peux écrire que Vn plus 1, c'est Vn, moins 0,22 divisé par 100 fois Vn.
Et puis comme s'ajoutent les 49 800 habitants, bah, je fais plus 49 800. Voilà. Alors après, donc ça fait Vn facteur de 1 moins 0,22 divisé par 100 plus 49 800. Je calcule ça à la calculatrice, 1 moins 0,22 divisé par 100. Et ça fait Vn fois 0,9978. Bon, si j'avais étudié la méthode numéro 2, on a déjà calculé le Cn. Mais de toute façon, vous tapez ça sur la calculette et ça donne ça. Plus 49 800. Voilà. Donc ça, c'est ma relation entre Vn plus 1 et Vn. Donc, j'écris Vn plus 1 égale Vn fois 0,9978 plus 49 800. Et c'est bon. Donc voilà. Deuxième question, calculer V1 et V2. Et alors attendez, je vais vous lire l'énoncé de la question tel qu'il a été formulé. Calculer V1 et V2, que peut-on conjecturer sur l'évolution de la population de l'Allemagne? Donc voilà, alors première question, calculer V1 et V2. Donc V1, bah, j'utilise cette formule. Donc V1, ça fera V0 fois ce nombre plus ce nombre. Voilà. Alors, je vais le calculer, je vous conseille d'en faire autant. Et une fois qu'on aura calculé V1, on pourra calculer V2. Alors, donc, sur ma calculatrice, je tape V0 qui est 80 751 602. Et la ligne du dessous, je mets fois, comme ça, en fait, automatiquement, ce sera la réponse, mais fois, je tape 0,9978, plus 49 800. Donc, en fait, j'ai tapé sur ma calculette réponse fois 0,9978 plus 49 800. Comme ça, j'appuie une fois, j'ai V1. Et j'appuie une deuxième fois, j'ai les deux. Bon, pour l'instant, j'ai juste V1, donc je trouve ça. Je vous conseille de le faire en même temps que moi. Bon, il y a 1,48, mais j'arrondis. Donc V2, ça fera V1 fois 0,9978 plus 49 800. Bon, et je trouve 80 491 781. Bon, voilà. Alors, maintenant, c'est le temps des conjectures. Donc, c'est surtout ça qui nous a intéressé. Donc, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Et puis, est-ce qu'il y a une limite? Et si oui, laquelle? Alors, eh bien, on est parti de 81 751 602. Après, c'est 81 621 548. Donc, c'est en dessous. Et après, 80 491 781. Donc, c'est encore en dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? On peut conjecturer que ça baisse. Première conjecture. Donc, déjà, une conjecture, a priori, suffit, parce que c'était formulé, que peut-on conjecturer? Donc, ils en attendaient pas forcément deux. Il suffit, on conjecture que ça baisse. Alors, après, en bonus, pourquoi pas faire une deuxième conjecture sur la limite? Alors, à ce moment-là, il faut calculer les termes d'après. Bon, eh bien, moi, j'appuie sur ma calculatrice, je vois que ça n'arrête pas de baisser. Là, je suis à 76 millions, 75, 74, voilà. Et là, je vois que quand même, il faudrait pas mal de temps. Là, je suis à 72, 71, 70. Voilà. Et alors, 67, 66. La question, c'est que, est-ce que ça va descendre jusqu'à 0? Bon, bah, c'est sûr qu'on ne va pas aller dans les négatifs. Mais est-ce que ça va vraiment descendre jusqu'à 0 ou est-ce que ça va rester quand même... ou se stabiliser, pourquoi pas, je sais pas moi, à 55 millions ou des choses comme ça, eh bien, là, on ne sait pas trop. Donc, du coup, sur ce coup-là, bon, au lieu de faire deux conjectures, on va en faire une seule.
Alors après, si pourquoi pas vous avez éventuellement sur votre calculatrice un programme qui calcule les termes, enfin qui en calcule pas mal, ou qui les calcule plus vite que moi je suis obligé d'appuyer sur entrée à chaque fois, bah pourquoi pas essayer de conjecturer une limite. Mais là, je suis à 49 millions, mais voilà, ça continue à descendre, mais peut-être un peu plus lentement, donc méfiance. Voilà. Donc je ne vais pas me risquer à dire que la limite vaut 0, hein, ça certainement pas. Mais voilà, je me contente d'une conjecture, et c'est que ça baisse. Donc voilà. On peut conjecturer que la suite VM est décroissante. Voilà. Donc, c'est à peu près le seul exemple que je vais vous proposer pour cette méthode 3, mais je pense que vous avez compris. Hein. On regarde si c'est croissant, décroissant, et éventuellement, s'il demande deux conjectures, on regarde aussi s'il y a une limite. Mais là, ça ne s'y prêtait pas trop. Voilà.